Cette histoire est la nôtre. Elle nous concerne toutes et tous. Pourtant, peu d'entre nous la connaissent. Ce combat est plus que jamais d'actualité. Il raconte l'aventure extraordinaire, non pas d'un héros, mais de millions d'héroïnes, les femmes. Le monde, il a été pensé par les hommes pour les hommes, mais vous en êtes dans la position qu'on a dessinée pour vous. La société s'est construite sur ces injustices de fond. Moi, on ne m'a jamais dit « ta parole vaut plus que celle d'une fille ». Mais c'est une évidence. Dominées, opprimées et maltraitées pendant des siècles, les femmes ont durement lutté pour acquérir un statut dans la société et des droits. Les femmes sont obligées de se marier pour survivre. Elles sont des êtres mineurs. Qui ont été les premières femmes à s'affirmer face aux hommes et aux injustices? Ces féministes, grâce à qui chaque droit a été conquis. Elles voient bien que la loi, ce sont les hommes qui la font. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. De quelle manière, dans quel contexte la lutte a-t-elle évolué? Elles vont mettre le pays à feu et à sang par des idées de femmes. Les femmes, il y a un certain nombre de choses qu'elles ne veulent plus supporter. Activistes, historiennes, gynécologues, magistrats, réalisatrices, femmes politiques, ils et elles racontent 150 ans d'histoire qui ont tout changé. Les féministes n'ont cessé, à travers le temps, de dire « et nous, et nous ». Cette espèce de rivalité sur tous les plans des femmes entre elles, je pense qu'il faut le transformer en un a priori de sororité. Encore une fois, ce sont des femmes qui disent « je mérite mieux que ça, mes sœurs méritent mieux, et ensemble, nous changerons les choses ». Voici l'histoire de la lutte des femmes, une lutte plus que jamais d'actualité. C'est violent, c'est brutal, c'est viens ici, tu m'appartiens. C'est ça la réalité, et c'est là-dessus qu'il faut ouvrir les yeux. En 2019, un hymne féministe naît contre les violences faites aux femmes. Parti du Chili, il est repris partout dans le monde, par des femmes qui se battent pour se libérer du carcan dans lequel elles sont enfermées par les hommes depuis des millénaires, pour retrouver une voix et enfin se faire entendre. Moi, quand j'étais petit, j'allumais la télévision, je voyais des hommes politiques, je voyais des hommes de pouvoir, je voyais des femmes faire la cuisine, je voyais des femmes objets sexuels. Il était très clair pour moi que j'appartenais au groupe de ceux qui étaient du bon côté. Le monde, il a été pensé par les hommes pour les hommes, puisqu'on était en situation de pouvoir total. On a façonné ce monde pour nous. Alors vous en êtes, mais vous en êtes dans la position qu'on a dessinée pour vous. Depuis toujours, l'histoire des femmes est celle d'une quête de liberté. Parce qu'elles refusent d'être considérées comme inférieures aux hommes, elles se battent depuis plus de 200 ans. Certaines y ont même laissé leur vie. La première d'entre elles, c'est Olympe de Gouges, auteure engagée de pièces de théâtre. C'est une femme qui s'engage pour les droits des femmes et aussi pour les droits des Noirs. Il y a cette double cause chez elle pour l'abolition de l'esclavage. Elle protestait contre l'esclavage des Noirs. Et au fond, elle disait « les femmes, c'est comme les Noirs, elles sont esclaves ». Son engagement pour les femmes se renforce avec la parution de la célèbre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Une déclaration au titre très clair, elle ne concerne pas les femmes. Quand Olympe de Gouges a lu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle s'est rendue compte que ça ne parlait que des hommes et pas du tout des femmes, et qu'on ne parlait pas des droits des femmes. Elle a eu l'idée absolument géniale de faire une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Un des articles de la déclaration dit que les femmes ont le droit de monter à l'échafaud et qu'elles doivent avoir le droit de monter à la tribune. L'idée, c'est de généraliser les droits que les hommes se sont octroyés
aux femmes. Elle disait, on fait la révolution, mais on fait la révolution pour qui? Pour les hommes. Et nous. Et nous. Et ce « et nous », au fond, c'est un petit peu le mot des féministes. Les féministes n'ont cessé, à travers le temps, de dire « et nous, qu'est-ce que vous faites de nous ?» On a tous les privilèges, c'est magnifique. Donc quand on a les privilèges, on n'a qu'une seule crainte, c'est de les perdre. Donc on va tout faire pour ne pas les perdre. Olympe de Gouges est la première à demander l'égalité homme-femme. Il faut dire qu'à cette époque, les femmes n'ont pas le droit de vote, pas le droit de divorcer, pas le droit de travailler et encore moins d'étudier. Elles sont vues comme une minorité, inférieure en tout point, incapables de prendre des décisions pour elles-mêmes et pour les autres. Elles vivent dans une société pensée par et pour les hommes et exclusivement dirigée par eux. Cette société a un nom, le patriarcat. Le patriarcat, c'est un concept sociologique. C'est un mot qui est construit à partir du mot père, patriarche. Le patriarcat, si on essaie de le définir simplement, on pourrait dire que c'est un système dans lequel les femmes sont, dans tous les domaines, en situation d'infériorité. Et à l'époque d'Olympe de Gouges, le patriarcat fonctionne à plein régime. Face aux droits de l'homme, celui des femmes se soumet. Pour avoir osé protester, Olympe de Gouges est guillotinée en novembre 1793. Il faudra attendre un siècle plus tard pour que d'autres femmes prennent leur destin en main. « 1903, nous sommes à Manchester, en Angleterre. C'est là qu'une femme va changer le destin des autres. Emmeline Pankhurst a 45 ans. Elle et son mari Richard, un avocat, sont des militants de la cause des femmes et se battent pour qu'elles obtiennent le droit de vote. Emmeline et Richard sont impliqués dans la campagne pour le vote des femmes à Manchester et au-delà. Cela fait des années qu'ils organisent des pétitions, mais rien ne change. Emmeline, ses amis proches et ses filles se disent que tout ça ne les mène nulle part. Allons, nous pouvons faire plus, nous pouvons faire autrement. À cette époque, les Britanniques, comme toutes les femmes dans le monde, n'ont aucun droit, ni sur elles-mêmes, ni dans leur foyer, ni dans la sphère publique. En ce début de XXe siècle, avec la révolution industrielle, les cadences de fabrication s'intensifient et les femmes sont amenées à travailler aux côtés des hommes. Mais dans cette évolution de la société, elles ne s'y retrouvent pas. On embauche massivement des femmes et des enfants des deux sexes. La main-d'œuvre féminine est très intéressante parce qu'elle est réputée docile et surtout, elle est très mal payée. Elles sont dominées économiquement parce que même quand elles sont au même poste que les hommes, elles n'ont jamais les mêmes salaires. Les femmes sont payées en tant que femmes et elles ne sont pas payées pour le travail qu'elles font. Elles touchent en général soit la moitié, soit un tiers du salaire des hommes pour le même travail. Conséquence, les femmes dépendent financièrement des hommes. Les statistiques montrent qu'en 1900, 92% des femmes sont mariées. Donc le mariage est la condition commune des femmes. L'aliénation première des femmes est économique, c'est-à-dire que les femmes sont obligées de se marier pour survivre. Elles sont obligées de se marier pour survivre si elles sont aristocrates ou classe moyenne, parce qu'elles ne travaillent pas. Et les ouvrières aussi sont obligées de se marier pour survivre, parce que les salaires sont tellement insuffisants qu'une ouvrière célibataire a peu de chances de pouvoir survivre avec son seul salaire. Et quand elles ne travaillent pas, les femmes n'ont aucun pouvoir dans leur couple ou dans leur famille. À cette époque, les femmes n'avaient pas de droit de décision sur leurs enfants. Elles n'ont pas de droit de décision en termes de mariage ou de divorce. Dominées dans leur sphère familiale, privées de pouvoir économique, elles sont dominées dans la sphère publique. La société s'est construite sur ces injustices de fond. Vous avez des femmes éduquées qui ont été capables de formuler cette question. Pourquoi ? Pourquoi avons-nous un système politique qui donne une voix et un pouvoir aux hommes et dans lequel les femmes, bien qu'elles soient aux côtés de ces hommes, sont privées de ce même pouvoir ? Le désir de lutter leur est venu, c'est-à-dire qu'elles ont pris conscience, d'abord modestement et puis de manière plus collective,
qu'elles étaient dominées, opprimées. Mais les femmes ne peuvent rien faire pour cesser cette oppression. Elles n'ont pas le droit de vote et donc aucun moyen de s'exprimer. Sans droit de vote, vous êtes citoyen de deuxième zone et vous ne pouvez pas élire vos représentants. Le vote va être vu comme la campagne prioritaire puisque grâce au vote, elles pourront régler tous les autres problèmes. Elles voient bien que la loi, ce sont les hommes qui la font. Donc, il faut qu'elles puissent être élues pour pouvoir porter des lois pour les femmes. Et c'est un drame personnel qui va tout changer. Emmeline Pankhurst perd son mari Richard après une longue maladie. Pour elle et ses filles, c'est le déclic. Elles fondent ensemble, à Londres, une association féministe, le WSPU, l'Union sociale et politique des femmes. Quand Richard meurt, elle est complètement dévastée. Elle ne perd pas seulement un mari et un bien-aimé, mais aussi un camarade de lutte. Quand elle apprend, début octobre 1903, que le pavillon érigé à la mémoire de Richard, appelé le pavillon Pankhurst, n'autorise pas l'entrée aux femmes, elle en est furieuse. Elle crée ce mouvement en disant « Stop, les techniques de lutte traditionnelles ne fonctionnent pas. Demandons des actions et pas des mots. » C'était son cri de ralliement. Quand vous n'avez pas de voix, quand vous ne disposez d'aucun moyen constitutionnel pour demander le changement, que faites-vous? Les actions directes ont été privilégiées. Avec son mouvement, Emmeline Pankhurst décide de passer à l'action. Certaines s'enchaînent aux grilles du Parlement pour attirer l'attention de la presse. Elles veulent sensibiliser l'opinion sur le vote des femmes et son importance. Le 21 juin 1908, à l'appel du WSPU, des femmes défilent dans les rues de Londres. On les appelle les suffragettes. C'est la toute première manifestation d'ampleur pour le droit de vote des femmes dans le monde. Ça a été une mobilisation massive. On estime qu'environ 250 à 500 000 personnes y ont participé. Elles sont habillées dans les couleurs des suffragettes. Vêtues de blanc, elles portent une bannière violette, blanche et verte. Violet pour la dignité, blanc pour la pureté et vert pour l'espoir. Mais leur combat n'est pas du goût de tout le monde, en particulier des politiques, des hommes politiques. Ils pensaient que les femmes n'étaient ni rationnelles ni fiables, qu'elles n'étaient pas capables de prendre des décisions pouvant influencer les politiques gouvernementales. Ils imaginent que puisque ce sont des femmes, elles ne vont pas du tout voter comme les hommes. Si elles sont supérieures en nombre, elles vont complètement bouleverser l'Angleterre. Elles vont mettre le pays à feu et à sang par des idées de femmes. Ils ne disaient pas que les femmes n'avaient pas d'importance. Non, non, pas du tout. Ils disaient les mères, les maîtresses de maison, c'est très très important. Mais à condition que les femmes restent à leur place. Vous avez deux groupes, un qui a le pouvoir et l'autre qui en est privé. Ceux qui ont le pouvoir veulent le maintenir coûte que coûte et ils trouvent tous les prétextes pour ça. Le patriarcat est toujours de mise et les femmes, même si elles crient, ne se font pas entendre. Emmenée par Emmeline Pankhurst, elle décide donc de s'attaquer physiquement à des symboles. Emmeline se dit qu'elles seront entendues si elles détruisent des biens, que la destruction de la propriété sera prise plus sérieusement par le gouvernement que la destruction de la vie des femmes. Alors il y a eu pas mal d'incendies, des incendies de terrains de cricket, jusqu'à des explosions, dont par exemple la villa de Lloyd George, qui est un des ministres importants du gouvernement. Donc il y a une destruction de la propriété, mais pas des personnes. Ce ne sont pas des meurtrières. Considérées comme hors la loi, les suffragettes sont arrêtées par centaines. En prison, elles poursuivent la résistance et font la grève de la faim. La grève de la faim, c'est pour obtenir le statut de prisonnier politique pour le symbole, bien entendu, puisqu'il y a encore des gens, hommes et femmes à l'époque, qui disent que ce n'est pas une campagne politique. Mais les autorités ne cèdent pas et décident de punir ces rebelles et de les faire manger de gré ou de force. Elles sont attachées dans des fauteuils. On utilise un spéculum pour
forcer la bouche ouverte et on introduit un gros tuyau où dedans on fait passer du liquide avec de l'avoine, enfin une forme de bouillie si vous voulez. Et quand elles ont les gencives trop abîmées, ils utilisent des plus petits tuyaux et font passer par le nez. C'était de la torture. Des actes de torture d'un gouvernement sur ses citoyens, parce que ces citoyens voulaient une voix. Dans toute l'Europe, c'est un énorme scandale. Il y a toutes sortes de gens qui écrivent au gouvernement anglais, Marie Curie, beaucoup de personnalités évidemment britanniques écrivent aussi. Et le gouvernement est contraint par la pression publique, par la pression de ses partisans, de ses députés, d'abolir le gavage. L'une de ces suffragettes de la première heure, en guerre contre ce gouvernement inflexible, s'appelle Emily Davison. Elle a 41 ans. Militante de la WSPU, elle a subi en prison une centaine de gavages. Emily Wilding Davison prenait des risques. Elle croyait que seul le sacrifice de sa vie obligerait les autorités à donner le droit de vote aux femmes et à mettre fin à l'horreur des gavages forcés. Excédée, Emily Davison est persuadée que seule une action radicale fera fléchir le gouvernement. Sans rien dire à personne, elle décide d'agir le 4 juin 1913. George V, le roi d'Angleterre, assiste alors à une course à l'hippodrome d'Epsom et Emily a décidé de s'en prendre à son cheval. Elle avait dans sa poche de manteau une bannière violette, blanche et verte aux couleurs du WSPU. Elle voulait faire un coup d'éclat pour attirer l'attention de la presse, du public et du Parlement sur la cause des femmes. Elle avait prévu d'accrocher sa banderole sur le cheval du roi. Et quand le cheval est arrivé au tournant avec tous les autres, elle l'a identifié. Elle s'est précipitée sur le champ de course et elle a essayé d'attraper les rênes du cheval du roi. Malheureusement, le cheval la percute et elle s'effondre, inconsciente. Emily Wilding Davison meurt au derby devant des milliers de spectateurs. Et personne ne peut l'ignorer. Les médias ne peuvent l'ignorer. Le mouvement ne peut l'ignorer. C'est un moment clé de l'histoire de ce combat. En fait, elle a fourni à la cause son premier martyr. Emmeline Pankhurst et le WSPU organisent les funérailles d'Emily Davison. Des funérailles qui prennent une dimension particulière. Car avec sa mort, Emily Davison accomplit ce que les suffragettes n'avaient pas encore obtenu. Pour la première fois, l'opinion publique se mobilise à leur côté. Ces funérailles ont été la plus importante procession féministe jamais vue dans Londres. Les femmes, habillées aux couleurs des suffragettes, ont salué le cercueil. 1 million de personnes rendent hommage à Emily Davison, mais les militantes anglaises n'obtiennent pas gain de cause pour autant. Un an plus tard, en août 1914, la Première Guerre mondiale éclate en Europe. Le combat des femmes n'est plus sur le devant de la scène. Aux manifestations, Emmeline Pankhurst préfère une autre stratégie pour continuer la lutte. Au déclenchement de la Première Guerre mondiale en août 1914, Emmeline Pankhurst a appelé à une trêve des actions et a encouragé ses militantes à prendre part à l'effort de guerre. Elle croyait qu'après leur participation à l'effort de guerre, le gouvernement ne pourrait plus refuser le droit de vote aux femmes. C'était un changement de stratégie. Au sortir de la guerre, en 1918, elles sont récompensées. Mais pas autant qu'elles l'espéraient. Seules les femmes de plus de 30 ans, les femmes qui payent l'impôt ou qui sont mariées à un contribuable auront le vote, ce qui signifie que toutes les ouvrières sont exclues et toutes les femmes jeunes sont exclues.
Ce n'est qu'en 1928 que toutes les Britanniques de plus de 21 ans obtiennent le droit de vote. L'une des choses les plus tristes dans l'histoire de la lutte des femmes est qu'Emmeline Pankhurst est décédée quelques semaines avant que toutes les femmes accèdent au droit de vote. Beaucoup de pays européens emboîtent le pas à l'Angleterre et accordent le droit de vote à leurs citoyennes. Mais pas la France. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour voir une Française dans un isoloir. Obtenir le droit de vote est une victoire fondamentale pour les femmes. Elles étaient jusque-là reléguées au rang de minorité silencieuse. Elles sont maintenant des citoyennes à part entière, 150 ans après les hommes. Cette victoire est la première d'un combat en 3 étapes, 3 vagues. Et la deuxième qui arrive va tout changer. « 1945. En cette période d'après-guerre, les Françaises jouissent enfin du droit de vote. L'enthousiasme suscité par ce nouveau statut de citoyenne est pourtant de courte durée. Le gouvernement a d'autres ambitions pour elles. Et les femmes vont devoir se battre en vue d'obtenir un nouveau droit, pouvoir disposer de son corps. La société européenne d'après-guerre est une société en ruine. Il faut des familles pour qu'il y ait des enfants pour reconstruire le pays. Le gouvernement met alors en place une politique nataliste qui réduit les femmes à un rôle précis, celui de mère de famille, de préférence nombreuse. C'est une politique qui consiste à donner des allocations familiales pour aider notamment les familles qui font des enfants. Ce qu'on voulait beaucoup favoriser, c'était le 3e. Les 2 enfants, ça remplace les parents. 3e enfant, c'est ça qui fait progresser la natalité. Les femmes n'ont pas d'autre choix que de procréer, d'autant qu'une loi datant de 1920 interdit la contraception. Celle-ci est même considérée comme un crime, au même titre que l'avortement. Quiconque avait fait un avortement était passible de la peine de mort. En général, on n'appliquait pas la peine de mort, mais on appliquait des peines de prison. C'était une loi d'une injustice extrême et d'une sévérité critiquable. Au lendemain de la guerre, il n'y a aucun droit pour les femmes de choisir la naissance, il n'y en a pas. À Paris, en 1949, une femme, philosophe et romancière, jette un pavé dans la mare. Elle s'appelle Simone de Beauvoir et elle est l'auteure d'un essai au titre provocateur, Le deuxième sexe. Simone de Beauvoir publie Le deuxième sexe en 1949 et c'est une véritable bombe puisqu'elle parle de l'émancipation sexuelle des femmes, du droit à l'avortement. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Il n'y avait pas beaucoup de femmes qui avaient une position sociale comme elle, qui disaient « je ne veux pas marier, je ne veux pas d'enfants ». Une vraie femme, c'était une femme féminine avec des enfants. Les deux, féminité et maternité, allaient ensemble. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dissocié les deux. Et ça, c'était révolutionnaire. Ce deuxième sexe, c'est un très gros volume, avec des études historiques sur les femmes, l'histoire des femmes, la situation des femmes dans la famille, dans le travail. Elle démonte les mécanismes de l'oppression des femmes et de la domination masculine sur les femmes. Il y a un concert d'injures au moment de la sortie du deuxième sexe qui scandalise largement de gauche à droite. Beaucoup d'hommes sont hostiles parce qu'ils y voient une parole contestataire de leur pouvoir et surtout libre sur le sexe. Et elle dit que les femmes n'ont pas accès à une libre sexualité étant donné les obligations qu'elles ont de tous les côtés, qu'elles ont droit au plaisir sexuel comme les hommes. Jusqu'à maintenant, personne n'avait jamais parlé de sexualité au féminin. À cette époque, le plaisir des femmes est loin d'être un sujet. Pour le gouvernement,
Leur corps n'a qu'une fonction, la procréation. Si le deuxième sexe réussit à toucher des millions de lectrices, leur émancipation reste une illusion. Car là encore, la société patriarcale a un nouveau projet pour les femmes. Nous sommes dans les années 60, près de 10 ans après l'ouvrage choc de Simone de Beauvoir. Bien que désormais citoyennes, les femmes sont toujours réduites à un cliché et à un rôle décoratif dans la société. La société des années 60, c'est une société beaucoup plus riche, qui depuis 1945 a vraiment travaillé pour la reconstruction et qui est même un petit peu ce qu'on va appeler la société de consommation. L'idéal, c'est consommer. À cette époque, l'électroménager se démocratise et affiche une promesse inattendue, celle de libérer la femme. Si ça fait diminuer la charge de travail domestique, pourquoi pas? On ne peut pas appeler ça une libération à proprement parler. Mais c'est vrai qu'on est entré dans la société de consommation à ce moment-là et tout est devenu bon pour faire des femmes des consommatrices. Après avoir été de bonnes épouses et de bonnes mères, les femmes sont attendues sur un nouveau terrain, être de parfaites ménagères. La ménagère, on veut la professionnaliser, en faire quelqu'un de bien équipé, bien habillé, etc., etc. C'est vrai que professionnaliser la ménagère est une manière insidieuse de l'enfermer encore au foyer. C'est l'image de la femme qui doit se soumettre et surtout qui dépend de son mari pour tout et n'importe quoi. Les femmes doivent encore avoir l'autorisation du mari pour travailler. Et donc, elles sont des êtres mineurs et elles ne disposent pas d'elles-mêmes à aucun niveau, ni personnel intime, ni social et ni politique. Si les femmes paraissent embrasser ce rôle de ménagère à merveille, une révolution couve derrière les sourires de façade et les brushings impeccables. La lutte pour le droit à disposer de son corps. La libre disposition de son corps, ça veut dire que notre corps, c'est notre territoire, ça nous appartient. Le droit à disposer de son corps, c'est une chose dont je n'ai aucune idée parce que je suis un homme. C'est une question qui ne se pose jamais pour un homme. Le droit à disposer de son corps, c'est en fait ne pas être esclave de quelqu'un d'autre pour avoir des rapports sexuels, être enceinte, mettre au monde un enfant. Ça veut dire que vous n'appartenez pas à un maître et que vous prenez les décisions vous concernant vous-même. Première étape de cette lutte, choisir ou pas de devenir mère. Un sujet jamais envisagé jusque-là par les hommes politiques. Et c'est pourtant un homme qui va s'engager dans ce combat fondamental pour l'émancipation des femmes. Lucien Neuwirth est un député gaulliste. Son parcours d'homme politique l'a conduit à se confronter à la réalité des grossesses non désirées et à la détresse des femmes qui les subissent. En 1966, il rédige un projet de loi pour légaliser la pilule. Il veut enfin donner aux femmes le contrôle de leur sexualité. On a placé les femmes, les couples devant l'alternative accouchement-avortement sans leur expliquer, sans leur indiquer qu'il y avait autre chose. On n'a fait aucune éducation sexuelle. Vous-même, vous avez fait, comme moi-même, de l'auto-information. On a découvert les vérités de la vie au hasard de ce qu'on glanait sous les préaux des écoles ou dans les bureaux. Tout ça n'est pas sérieux. Neuwirth a présenté au général de Gaulle 5 fois de suite. Et 5 fois, il a dit non en disant des phrases un peu salaces. En quelque sorte, vous voulez que les femmes couchent avec tout le monde, enfin, etc. Enfin, c'était pas ça, mais ça voulait dire ça. Il était un peu choqué. Neuwirth lui a dit, en général, il faudrait que je vous voie 1 heure et que je vous raconte beaucoup de choses. Il est tout à fait convaincu que la contraception est absolument indispensable, que c'est la liberté non seulement des femmes, mais des couples, évidemment, et il joue un rôle extrêmement important. L'action de Lucien Neuwirth lui vaut des ennemis. Il trouve régulièrement des cercueils dans sa boîte aux lettres et sa fille de 13 ans est renvoyée de son école religieuse. Il reçoit même un fœtus en recommandé et est surnommé le fossoyeur de la France.
Mais Lucien Neuwirth est convaincant. Après une année de débats mouvementés, la loi Neuwirth est finalement adoptée en décembre 1967. Désormais, la contraception n'est plus considérée comme un crime en France. Le contrôle de la fécondité, c'est le pouvoir de décider de sa vie, du nombre d'enfants, comment on va les élever, etc. Parce qu'autrement, vous êtes sous le coup des grossesses multiples, non désirées, etc., qui vous gâchent la vie complètement. Là, désormais, avec la pilule, la sexualité va être dissociée de la reproduction. On pourra faire l'amour pour le plaisir. Ce qui libère les femmes, psychologiquement et mentalement, c'est qu'elles savent que si elles prennent une contraception sûre, elles ne seront plus enceintes. Et donc elles peuvent faire des projets de carrière que jusque-là, elles pouvaient s'interdire de faire. C'est une étape majeure et absolument clé de l'émancipation des femmes. D'ailleurs, Lucien Neuwirth a eu un grand courage et les femmes lui en sont très reconnaissantes. Une nouvelle victoire. Mais le combat ne peut pas s'arrêter là. Car si elle est autorisée, la pilule n'est pas encore commercialisée. Il faudra attendre 5 ans pour que la loi soit appliquée. Pour les femmes, le droit à la contraception n'est qu'une étape. Ce qu'elles veulent, c'est le contrôle total de leur corps, et donc le droit à l'avortement. C'est dans une France en pleine mutation, celle de mai 68, que cet autre combat va prendre racine. En mai 68, la jeunesse est dans la rue. Elle veut une société moins moralisatrice et moins conservatrice. Les jeunes femmes voient dans ce mouvement une opportunité pour s'émanciper et ne plus vivre la vie de leur mère. C'est vrai que c'est le mouvement de mai qui a donné un souffle de vie à la jeunesse et à la société tout entière. Il y a des tas de groupes qui se forment. On est emporté par ce mouvement. On ne peut pas rester à l'écart. Le mouvement de mai était mondial. C'était à la fois les luttes anti-impérialistes, les luttes de classe, le marxisme était extrêmement fort à cette période, et les luttes anticolonialistes. Mais les femmes réalisent rapidement que leur rôle dans les assemblées générales reste pour le moins secondaire. Le mouvement de mai 68 a été un mouvement qui était très viriliste, où les filles n'existaient pas. Elles tiraient les tracts, mais elles n'avaient pas de voix au chapitre. Vous savez qu'en 68, le slogan, c'était un peu risible. « Chérie, fais le café ». Les femmes décident alors de créer un mouvement non mixte pour ne plus laisser les hommes décider à leur place. Tout simplement, ce qu'on aurait voulu, c'est que les mecs comprennent que leur place n'était pas là. Dans ce premier temps de lutte pour la libération des femmes, la place des mecs est à la crèche ou en dehors. Et ça a été l'électrochoc, parce qu'ils ne comprenaient pas que les femmes veuillent faire un mouvement non mixte, parce qu'eux, ils savaient comment nous libérer. Et nous, on disait, non, on va le faire nous-mêmes. On va prendre en main notre destin. À l'instar des suffragettes en leur temps, les Françaises veulent piloter leur destin. Elles créent le MLF, le mouvement de libération des femmes, qui va rayonner dans la majorité des pays occidentaux. Ça a été un couvercle, une chape de plomb qui s'est levée parce que les femmes, entre elles, donc pour la première fois, ont commencé à parler de leur vie, de ce qui les faisait souffrir, de leurs désirs. C'est à partir de là qu'on a constitué une culture de femmes, qu'on a commencé à s'intéresser aux livres de femmes, à l'histoire des femmes, aux films des femmes. Et on s'est rendu compte qu'on ne savait rien, qu'on avait été complètement dominé par la culture masculine. Même la grande Simone de Beauvoir, à laquelle nous devons tant de choses, écrit dans Le Deuxième Sexe, les femmes n'ont pas d'histoire. Ce sont les hommes qui ont fait l'histoire des femmes. Nous, maintenant, on dit non. Les femmes ont fait leur histoire. Nous ne sommes ni des poupées d'amour, ni des objets de plaisir. Voilà ce qu'ont affirmé avec fantaisie et virulence les militantes du MLF. Tout, dans cette société, ont-elles dit, même les chansons, glorifie l'homme, rabaisse la femme. Exploitées économiquement, les femmes le sont également dans leur foyer. Nous épluchons les légumes, ils épluchent les journaux. L'heure de la révolte contre l'homme a sonné. Les femmes qui se sont mises en mouvement ont couru le monde, ont rencontré des femmes dans le monde entier, ont échangé, se sont lues. D'emblée, ça a été un mouvement qui avait une vocation mondiale.
On était en train de découvrir la puissance de l'entre-femme, la puissance des politiques féminines et de s'associer, la sororité, on a appelé ça la sororité. On était en train de vivre à quel point ça nous apportait de la joie et de l'énergie. Et à ce moment-là, elles disent « nous ». Notre corps, nous-mêmes, la grande devise « Our body, ourselves », notre corps, nous-mêmes. On a été emportés par une énergie. Parce que il y a tout d'un coup, il y a « Ah, c'est possible », mais il y a quelque chose qui se libère, il y a un désir, une énergie énorme. Et on avait toutes les audaces. Et dans ce tourbillon, les femmes ne perdent pas de vue leur combat, obtenir le droit d'avorter. C'est un des fondements de la liberté et le choix, parce que si on n'a pas de choix, on n'est pas libre. Au début donc, des années 70, fin des années 60, l'avortement était devenu une pratique très courante, très dangereuse, très clandestine. Ce qu'on savait, c'était que les femmes avortaient, quelle que soit la loi, même si elles devaient en mourir, parce que de toute façon, une fois qu'une femme a décidé qu'elle ne voulait pas garder une grossesse, rien ne l'arrêtait pour arrêter cette grossesse. Selon leur degré de fortune, elles pouvaient avorter dans des conditions de très bonne hygiène et de très grande sécurité, ou au contraire, aller dans des arrière-boutiques, se faire charcuter par des faiseuses d'anges. Elles provoquent des fausses couches en introduisant du matériel, quel qu'il soit, une sonde, une aiguille à tricoter, des herbes, enfin ça peut être des queues de persil, enfin tout ce qu'on peut imaginer, en passant par le col de l'utérus et en pénétrant dans l'utérus. Les complications pour ces femmes sont dramatiques. Mort, stérilité, infection. En 1971, le mouvement de libération des femmes organise une action coup de poing pour sensibiliser l'opinion à la cruauté de la loi 1920 qui criminalise l'avortement. Le Nouvel Observateur le publie. 343 femmes s'accusent du délit d'avortement. On les appelle les 343 salopes. C'est un manifeste de 343 femmes, des femmes connues, des femmes moins connues, mais quand même des femmes très connues. Évidemment Simone de Beauvoir, Delphine Seyrig, par exemple, Lolé Bellon, Françoise Sagan, et qui disent « nous avons avorté ». Je me souviens très bien, c'était pendant les vacances de Pâques, 71, et ça a fait un ramdam considérable, parce que à cause des femmes célèbres qui étaient dedans. À l'époque, elles encouraient un risque pénal. Non seulement on pouvait se mettre en danger soi-même, mais aussi le médecin, vous voyez, la personne qui nous avait donné l'adresse, etc. Elle disait, et nous avons avorté, et nous avons pu le faire parce que nous étions privilégiés, et il faut maintenant abolir la loi de 1920 et créer une nouvelle législation qui permette l'accès libre à l'avortement. Parallèlement au manifeste des 343, on a mis en place une structure de défense juridique. Cette structure est l'arme juridique du MLAC, le mouvement de libération de l'avortement et de la contraception. En octobre 1972, un procès s'ouvre au tribunal pour enfants de Bobigny. Le procès de Marie-Claire Chevalier. Violée par un camarade de classe, cette jeune fille de 16 ans s'est retrouvée enceinte et a avorté. Son violeur l'a dénoncée aux autorités. Le procès de Bobigny a été en effet un tournant dans le combat pour l'avortement, parce que l'État s'est attaqué à une jeune fille de 16 ans qui n'avait pas d'argent. C'était une injustice extrême, une jeune fille très jeune violée et poursuivie devant les tribunaux parce que sa mère avait eu l'intelligence de lui conseiller d'avorter, c'était un scandale. C'est Gisèle Halimi, une avocate très engagée dans ce combat qui prend la défense de la jeune accusée. Elle en fait un procès politique. Nous voulons qu'en toute hypothèse et en dernier ressort, la femme et la femme seule soient libres de choisir. Nous considérons que l'acte de procréation est un acte de liberté. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant si elle ne se sent pas capable d'assumer cette responsabilité. Sur place, les militantes du MLF viennent soutenir la jeune accusée et l'opinion publique se mobilise.
Le procès a été le moment de manifestations considérables à Paris, et un petit peu dans toute la France, en soutien à la liberté des femmes. Marie-Claire a été relaxée alors qu'elle reconnaissait avoir commis les faits, qu'elle indiquait qu'elle l'avait choisi librement de le faire et qu'elle en avait parlé à sa mère ensuite. Et en troisième lieu, elle a dit à la fin de l'audience qu'elle ne le regrettait pas. Pour la première fois, une femme reconnaissant avoir avorté échappe à la condamnation. C'est une victoire historique pour les militantes. Pour mobiliser un peu plus l'opinion à leur cause, elles frappent fort. Elles montrent à la France entière la réalité d'un avortement clandestin. C'est Marielle Issartel, une réalisatrice qui est aux manettes. Son film s'appelle Histoire d'A. Histoire d'A, ça peut être histoire d'amour, d'avortement, d'aventure ou d'Anastasie, puisqu'Anastasie, c'est la censure. Ce film est un film qui montre un avortement, qui filme un avortement et qui le montre sur les écrans. Il a été interdit et il a été projeté clandestinement dans toute la France. Et à chaque fois qu'il y avait une projection, il y avait des adhésions en black. Ce film a permis à des tas de compatriotes de comprendre ce que c'était qu'un avortement clandestin. Ça a touché absolument toutes les femmes, dans toutes les catégories sociales. Et ça a permis une prise de conscience, je pense, vraiment très importante. Et on a pu parler de l'avortement. Et le MLAC va encore plus loin. Le MLAC organisait des voyages en bus, mais en Hollande. 40, 50, 60 personnes qui transgressaient l'interdiction de l'avortement. C'était maintenant devenu vraiment une activité militante intense. Les lois étaient bafouées au su et au vu de tout le monde. On savait que les femmes avortaient, c'était de notoriété publique, il fallait légiférer par rapport à ça. On ne pouvait plus laisser des femmes se faire charcuter et devenir stériles ou mourir, alors que des femmes qui avaient de l'argent pouvaient aller dans des pays où l'avortement était autorisé. Il y a urgence. Il faut de nouveau aller au front. Et c'est une femme qui va endosser l'armure. Elle s'appelle Simone Veil. Simone Veil est une femme oui, extraordinaire, disons-le tout de suite. C'est une de nos héroïnes. C'est une femme étonnante, voilà. Et qui ne renonce à rien en ce qui concerne les femmes. Nous sommes en novembre 1974. Simone Veil est ministre de la Santé. Pour elle, la légalisation de l'avortement est une urgence sanitaire. On estime alors à 300 000 le nombre d'avortements clandestins par an en France. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Simone Veil ne fait pas du tout l'unanimité. Une bonne partie de la droite s'oppose à l'avortement comme droit des femmes à disposer de leur corps, avec des idées comme l'avortement va devenir le nouveau moyen de contraception. Les femmes seront encore plus libres sur le plan sexuel. Ce sera la fin de la natalité, ça sera la décadence du pays. Donc toujours ces arguments un peu catastrophistes, c'est la fin du monde. Bon, en même temps, on est un peu habitué. À chaque fois qu'un droit des femmes est adopté, c'est toujours contre ces discours qui prédisent la fin du monde. Les débats se déroulent dans une ambiance particulièrement délétère. Elle a eu un courage extraordinaire, vraiment extraordinaire, parce que vous aviez tous ces hommes dont la plupart, leurs femmes avaient certainement avorté, qui étaient là, méprisant, l'insultant, faisant des jeux de mots sur la déportation. Mais c'était scandaleux. Il y a des hommes de droite, de son camp par conséquent, qui ont dit que Simone Veil, eh bien, elle avait beau avoir été à Auschwitz, elle faisait la même chose avec les bébés. Mais le combat est trop important. Simone Veil reste de marbre derrière un argumentaire implacable. L'avortement clandestin tue. On voit que la droite se divise et qu'une partie de la droite admet qu'au nom de la défense de la santé publique, on peut autoriser l'avortement. Il y a quand même l'argument que l'avortement a été autorisé dans d'autres pays et que ça n'a pas été la catastrophe que prédisent
les anti-avortements. Le scrutin est clos. Le 17 janvier 1975, la loi dépénalisant l'avortement est votée à 284 voix contre 189. La loi est passée grâce à la gauche. C'est la gauche qui a massivement voté la loi présentée par une femme de droite, Simone Veil. Pour moi, ça a été un devoir d'un gouvernement public. C'est un droit de toute société humaine convenable. Et que je pense qu'un gouvernement n'a pas le droit de laisser des situations de grand danger pour ces femmes se perpétrer sans rien faire. Mais c'est une victoire en demi-teinte. C'est assez curieux, mais la loi Veil est votée à titre expérimental pour une période de 5 ans pour rassurer les opposants ou les parlementaires qui étaient un petit peu partagés. Le 6 octobre 1979, tous les pro-avortements se donnent rendez-vous lors d'une manifestation historique à Paris. Ils exigent que la loi Veil soit revotée à l'Assemblée nationale. C'est le seul texte de loi qui existe en France et qui régisse le corps, la vie, et c'est la vie des femmes. Et nous ne voulons pas de loi sur nos corps. Je me souviens bien que des femmes étaient venues de partout en province, il y avait des cars qui étaient venus. C'était vraiment la grande manifestation unitaire pour prolonger la loi Veil. On a vu 50 000 femmes dans les rues de Paris au mois d'octobre. C'était extraordinaire. Il y avait une volonté de faire et une puissance de toutes ces femmes réunies. Il y avait quelques hommes aussi, bien sûr. On n'était absolument pas complètement sûr qu'elle soit revotée. Donc, tout le monde s'est mobilisé et elle a été revotée. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour toutes ces femmes qui, au cours des siècles, ont avorté dans de si mauvaises conditions et qui en sont mortes. Ça représente quand même un nombre de décès absolument énorme. Absolument énorme. Donc c'est un immense progrès d'avoir à la fois la contraception et l'avortement finalement quasiment au même moment. Aujourd'hui, 225 millions de femmes dans le monde n'ont pas accès à des moyens de contraception. Les avortements clandestins entraînent 50 000 décès chaque année dans le monde et 8 millions de complications. Le droit à l'avortement est l'un des droits les plus fragiles. De nombreux pays l'interdisent encore. Certains songent même à revenir sur sa légalisation, y compris dans les plus grandes démocraties. En janvier 2020, Donald Trump a été le premier président américain à avoir participé à une manifestation anti-avortement, près de 50 ans après sa légalisation aux États-Unis. Le corps des femmes est encore et toujours considéré comme un objet, soumis à la bonne volonté des hommes. Mais il se pourrait bien que cela change. Octobre 2017. Dans la ville de Los Angeles aux États-Unis, la fabrique à rêves vire au cauchemar. Quand Harvey Weinstein, un des plus puissants producteurs d'Hollywood, se voit accusé par de nombreuses actrices d'agressions sexuelles et de viols. Si elles ne sont pas les premières femmes à dénoncer des violences, comme elles sont puissantes et célèbres, leurs témoignages choquent et leur voix porte. À l'heure des réseaux sociaux, la toile s'embrase. Harvey Weinstein devient le symbole du patriarcat abusif. Un homme était devenu le symbole du patriarcat et de sa violence. Cet homme était devenu le représentant de l'oppression des femmes. Ce qui était étonnant dans cette histoire de l'affaire Weinstein, c'est que c'était des femmes de pouvoir. Elles étaient connues, elles étaient à Hollywood, donc tout le monde s'imaginait que ça y est, elles avaient le pouvoir. Et qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles disent, eh ben voilà, elles ont été violées par Weinstein. Et alors, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que c'est le corps des femmes qui fait toujours l'objet d'une domination. C'est violent, c'est brutal, c'est viens ici, tu m'appartiens. C'est pas des rapports de séduction. C'est pas des rapports d'égalité. Au cinéma comme ailleurs, le problème ne date pas d'hier. Les femmes qui ont subi des violences sexuelles, qu'elles soient cachées ou manifestes, font leur coming out.
L'affaire Weinstein, c'est ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le début de ce qu'on a appelé le mouvement MeToo, moi aussi, qui a été un mouvement, en fait, mondial. Ça a été des millions et des millions de femmes qui ont réagi sur les réseaux sociaux. MeToo, ça voulait dire, moi aussi, là, ça veut dire, moi aussi, j'ai subi le même traitement. Les femmes étaient assises sur des secrets immenses par rapport à leur intimité. Et ça a choqué profondément. Le fait que ce soit des actrices magnifiques de Hollywood qui aient lancé ce mouvement, alors que justement, elles sont ce que toutes les femmes sont censées rêver être, qu'elles aient eu ce courage, qu'elles aient eu cette force de dire les choses. C'est vrai que ça a été important pour les femmes de tous les milieux. Si même Angelina Jolie a subi des violences de cet ordre, ça veut dire que c'est quand même la merde, quoi. Parce que si même des femmes comme ça ont subi des violences, ça veut dire que globalement, on est toutes concernées. C'est la même histoire partout dans le monde, dans les quartiers les plus pauvres, dans les endroits les plus inaccessibles. Cette même histoire d'hommes de pouvoir qui ont de l'argent et qui oppriment, qui utilisent ce pouvoir, pas seulement économiquement, mais aussi physiquement, qui maltraitent des femmes, qui les violent, qui les exploitent sexuellement. Cette histoire est mondiale. C'est à la fois un appel au secours, et puis c'est un sentiment qui consiste à penser que c'est plus supportable, quoi. C'est le cycle, hein. Il y a comment dire, des grands mouvements sociaux, comme ça, sociologiques, dans l'histoire d'une société. Et aujourd'hui, on est effectivement à ce niveau-là. Les femmes, il y a un certain nombre de choses qu'elles ne veulent plus supporter. En fait, c'est « Oh, ma sœur, oh, ma mère, oh, ma tante ». En fait, tout le monde est concerné. Pour moi, c'est fracassant. C'est-à-dire qu'il y a d'un coup des gens qui se disent « Merde, en fait, on est toutes et tous concernés. En fait, c'est moi le problème. En fait, c'est la société le problème. » MeToo a été appelé le mouvement de la libération de la parole. Et c'est vrai qu'on voit sa capacité de transformation énorme. Le monde n'est plus pareil qu'avant le mouvement MeToo. On le remarque à tous les niveaux, comme le monde a complètement changé après l'existence du MLF. Ce mouvement est irréversible et il continue par tous les moyens, souterrains ou visibles. Après les suffragettes et le droit de vote, les militantes qui ont porté les luttes pour le droit à disposer de son corps, désormais, le mouvement MeToo exige la redistribution des cartes dans tous les domaines. Dans un pays comme la France, la lutte pour les droits, elle est à peu près acquise. Les inégalités, elles sont de fait, elles ne sont pas de droit. Donc c'est l'inégal partage des métiers, des richesses, des postes de pouvoir, des travaux domestiques, à tous les niveaux, au niveau du quotidien comme au plus haut niveau de l'État, on constate encore des inégalités. Et on baigne dans une culture qui reste sexiste. Donc il faut rendre moins banal ce sexisme ordinaire. Il est évident que dans toutes les sociétés, la parole de l'homme vaut beaucoup plus que celle de la femme. On grandit avec ça. Moi, on ne m'a jamais dit « ta parole vaut plus que celle d'une fille ». Mais c'est une évidence. J'ai grandi avec ça, je ne sais pas d'où je le tiens, mais c'est une évidence. Je pense que le fait d'apprendre à dire non, c'est quelque chose de très puissant, de très fort, qu'on tolère assez peu des femmes. Et en fait, ça s'apprend, quelle que soit la chose et quelle que soit la personne. Et je pense que si on nous apprenait toutes, dès le plus jeune âge, à dire non quand c'est au-delà des limites, on est dans une réunion, machine, est-ce que vous pouvez aller faire le café ? Ça, c'est non. Est-ce que vous pouvez prendre les notes pour la réunion ? Ça, c'est non. Est-ce que vous pouvez venir seul à seul avec moi dans mon bureau boire un verre ? Ça, c'est non. Et je pense que finalement, c'est assez salutaire et assez salvateur. Les femmes sont conditionnées à dire oui, à sourire, à être d'accord, à être polies, à prendre soin des autres. Les hommes ont été conditionnés à avoir le pouvoir, la force, à dominer, à contrôler. Ce sont ces deux polarités qui doivent changer. Globalement, où que vous regardiez, les femmes sont encore, très souvent, voire systématiquement, en situation d'infériorité. Les violences, elles sont l'expression de ces inégalités. Elles font partie de ce système d'inégalité. Elles sont l'expression du fait que le corps des femmes est souvent considéré comme à disposition des hommes. Parmi les violences dénoncées par les femmes, le harcèlement dans la rue et sur le lieu de travail. L'un des grands combats qu'on a menés pendant la présidentielle, c'était la lutte contre le harcèlement de rue. Tout le monde sait que ça existe.
dans les faits, sortir de chez nous reste compliqué. Il y a une part importante de femmes qui changent de tenue quand elles prennent le métro ou le RER, qui s'attachent les cheveux, qui regardent où elles vont s'asseoir pour pouvoir partir très rapidement. Donc ça, pour moi, c'est une vraie injustice parce qu'un homme qui va à un entretien d'embauche, il pense à son trajet et à l'entretien d'embauche. Une femme qui va à un entretien d'embauche, elle pense au trajet, à l'entretien d'embauche, mais aussi à surveiller si elle ne va pas être suivie dans la rue, qui marche derrière elle, qui s'installe, qui potentiellement peut représenter un danger. C'est une espèce de charge mentale qui est énorme, le harcèlement de rue pour les femmes. Nous, on s'est dit, on peut faire quelque chose, et donc on a fait voter une loi pour verbaliser le harcèlement de rue. Et 1 an après, on est à plus de 1000 verbalisations. Chaque pays réétudie aujourd'hui sa législation sur le monde du travail pour s'assurer que les femmes n'y subissent plus de violences, pour qu'elles puissent travailler en sécurité. C'est une réalité mondiale. Le monde professionnel est le principal lieu de discrimination des femmes. La libération de la parole des femmes met également à jour une dure réalité. Le nombre de femmes battues régulièrement par leurs conjoints, parfois jusqu'à la mort. L'endroit où une femme est plus en danger, c'est chez elle. C'est-à-dire que c'est chez elle qu'elle se fait tuer 3/4 du temps. On peut constater que le foyer, qui devrait être une espèce de sanctuaire de paix, de douceur, enfin de tendresse, c'est un endroit où elles sont en danger. Mais oui, c'est ça. C'est ça la réalité. Et c'est là-dessus qu'il faut ouvrir les yeux. Très massivement, ce sont des femmes qui sont battues, frappées et tuées par leur conjoint ou par leur ex-conjoint, très souvent parce que celui-ci n'admet pas qu'elle ait une existence propre, donc qu'elle vive sa vie, qu'elle soit une personne à part entière ou même qu'elle veuille le quitter. En 2019, les femmes se battent pour que le terme de féminicide, qui désigne le meurtre d'une femme à cause de son sexe, entre dans le vocabulaire et pour que les autorités prennent des mesures nécessaires pour arrêter ces drames. Je suis assez fière parce qu'on est le premier gouvernement qui en a fait un terme institutionnel. Avant qu'on arrive, on disait violence faite aux femmes ou mort dans le couple, mort violente dans le couple. Maintenant, on a imposé dans ce gouvernement le mot de féminicide, également dans le débat public. Il a quand même fallu attendre 2019 pour que le mot féminicide devienne un mot employé de manière récurrente et régulière au-delà des cercles féministes habituels, pour que cette question-là fasse la une des médias. La société française prend conscience de plus en plus de l'ampleur de ces meurtres, mais je pense qu'on n'a pas encore compris ce qu'il y avait en dessous. C'est-à-dire qu'on a pris conscience qu'il y avait plus de 100 femmes, 150 en 2019, tuées par leurs compagnons ou leurs ex-compagnons, et que c'était très grave. Je pense qu'on n'a pas encore bien percuté qu'il y avait 240 000 femmes victimes de violences conjugales en France. C'est dans tous les milieux, c'est dans toutes les villes, dans tous les villages. Ça concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles. Les femmes ont désormais une arme, l'information. Aujourd'hui globale et instantanée, elle leur permet de partager, d'échanger et d'être nombreuses. C'est pour ça que je défends autant la notion de sororité, parce que je pense que toute la société essaye de faire en sorte que les femmes se considèrent les unes les autres comme des rivales. Quand on regarde les magazines féminins, c'est toujours est-ce qu'une telle est plus séduisante, plus jolie, est plus heureuse, a un intérieur mieux décoré. Nous, les femmes, on a été mises en rivalité les unes avec les autres pendant trop longtemps. C'était les rivalités pour conquérir l'homme, l'intérêt de l'homme, etc. Cette espèce de rivalité sur tous les plans des femmes entre elles, je pense qu'il faut le transformer en un a priori de sororité. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes doivent s'entendre entre elles, mais ça veut dire si déjà on pouvait s'épargner les attaques sexistes entre nous les unes les autres et se défendre quand l'une de nous est victime d'une attaque sexiste, ce serait déjà positif. Et puis si on pouvait s'épargner cette espèce de rivalité féminine malsaine qu'on essaye de mettre en œuvre, ce serait bien. En 2020, la révolte est mondiale. Pour la première fois dans l'histoire, les femmes parlent toutes d'une seule et même voix. Parti en novembre 2019 dans un Chili en pleine révolution sociale, un hymne féministe est rapidement devenu viral. Elles ont réussi à mettre des mots sur le fait qu'on ne tolère plus cette violence-là comme étant naturelle ou comme dans l'ordre des choses. Cette troisième vague du féminisme est désormais internationale. L'affaire Harvey Weinstein a été l'étincelle d'un mouvement sans précédent. La première vague, c'est les suffragettes. La deuxième vague, c'est les années 70. Le mouvement MeToo, pour moi, c'est la véritable troisième vague du féminisme. Cette vague, nous sommes en plein dedans aujourd'hui.
Elle tourne autour des violences faites aux femmes et en quoi les violences sont centrales dans la domination des femmes. Il y a une demande de changement, un refus d'être silencieuse. L'écho de la révolte des suffragettes est visible dans le mouvement MeToo aujourd'hui. Je trouve qu'il y a quelque chose de très libérateur dans le fait que, dans la chanson, on vise aussi à dire que ce n'est pas notre faute. Ça vient à l'encontre de tout ce qu'on nous a toujours dit dans nos vies. Partout, le même mot d'ordre. La honte doit changer de camp. En ce début de 21e siècle, les femmes l'ont bien compris, c'est ensemble, solidaires et soudés, qu'elles changeront les mentalités. Mais c'est un espoir, un hymne à l'espoir aussi pour les prochaines générations. C'est une puissante déclaration qui dit que nous sommes unis. Nous résistons toutes au patriarcat. Encore une fois, ce sont des femmes qui disent « Je mérite mieux que ça, mes sœurs méritent mieux. » Et ensemble, nous changerons les choses. C'est certain que c'est un message qui est universel et qui vise en fait la même portée, soit l'atteinte de l'égalité réelle et pas uniquement sur papier. Je pense qu'en tant qu'homme, il faut le voir comme ça. Il faut se dire, j'accepte de perdre des privilèges et je le vis comme un gain de pouvoir sur moi-même dans cette décision que je prends de vivre cette grande aventure anthropologique. Les femmes sont plus que jamais déterminées à choisir leur vie et sortir des clichés dans lesquels on les a enfermées pendant des siècles. Elles veulent une réelle égalité, en droit et en chance avec les hommes. Mais le chemin promet d'être encore long. En 2019, 50 000 femmes sont mortes dans le monde, tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Les féminicides sont la principale cause de mortalité des femmes dans le monde.